Pascal Astir, vous offrez des conférences et des ateliers pratiques sur le pouvoir du moment présent. Alors, ces ateliers sont donnés selon les enseignements de Eckhart Tolle, qui a écrit bien sûr le livre, le best-seller que la plupart des gens connaissent, Le pouvoir du moment présent. Et c'est d'ailleurs à la lecture de ce livre que votre vie a complètement basculé. Mais avant de parler de ce point de bascule, j'aimerais que vous me racontiez un petit peu à quoi ressemblait votre vie avant, parce que vous travaillez dans le domaine de la publicité et du marketing, et je sais que dans ce domaine-là, tout va toujours très, très vite. Alors, à quoi ressemblait votre vie avant, peut-être il y a peut-être 10 ou 15 ans? Bon, ben, bonjour Annie. En fait, c'est ma vie avant était très stressante. Enfin, elle était stressée. Moi, j'étais en tout cas très stressé, hein. C'est vrai que le contexte dans lequel j'évoluais, donc dans le domaine de la publicité et du marketing, était un contexte qui pouvait amplifier, je dirais, le stress qui était là. Mais disons que pas seulement dans le domaine de mon métier, mais dans la vie en général, j'avais une tendance à vouloir contrôler les choses. J'avais une idée de comment les choses devaient ou devraient se passer dans ma vie et j'étais très souvent insatisfait de, euh, de ma vie ou de comment les choses se déroulaient, soit par rapport aux événements extérieurs, soit par rapport à comment je me sentais face aux événements, hein. Je vivais beaucoup d'anxiété, beaucoup de peur, beaucoup de doutes, et quelque part, soit je ne supportais pas les événements, soit je ne supportais pas ma façon de les vivre. Les pensées qui étaient là, les émotions qui étaient présentes, et j'étais donc constamment en train d'essayer de changer, d'adapter mon comportement, d'essayer de mieux faire, d'essayer d'accepter mieux les choses, d'essayer d'être mieux en relation, de mieux communiquer. C'était toujours une course pour améliorer, je dirais, les circonstances finalement de ma vie. Et donc j'étais en fait, on va dire, à la merci des circonstances. Quand les circonstances étaient favorables, eh bien, je me sentais bien, j'étais de bonne humeur. Et quand les circonstances me paraissaient défavorables, parce que c'est évidemment un point de vue, eh bien, j'étais en résistance, j'étais contrarié et j'avais tendance à ce moment-là à essayer de contrôler les circonstances. Et alors, quand on parle des circonstances toutes choses, quand on essaye de contrôler les autres autour de nous, alors c'est encore une autre difficulté, hein, parce qu'on dit que les gens ne changent pas, à moins qu'ils l'aient décidé eux-mêmes. Et donc, ça causait énormément de frustration chez moi. J'étais vraiment quelqu'un d'extrêmement contrôlant, on me l'a souvent dit. Et je souffrais moi-même de ça, hein, parce que c'est fatigant quelque part d'essayer de contrôler la vie. Ouais. Vous écrivez dans le texte que vous avez publié dans le livre Point de bascule, le tome 2, que vous étiez constamment à la recherche de circonstances favorables. Mais c'est pas la nature de l'être humain, ça, de toujours rechercher quelque chose de mieux, de meilleur ou des choses qui lui font du bien? Oui, effectivement, hein, je pense que c'est très humain d'essayer de trouver les circonstances favorables, d'essayer d'améliorer sa condition euh, dans l'espoir que ça change notre état intérieur. Et je dirais que c'est un peu ça le leurre que je dirais euh, dénonce ou en tout cas euh, adresse écartelée dans ses livres, cette course euh, infernale et interminable vers plus de possession, plus de sécurité, plus de succès, plus en tout cas. Et je me souviens donc d'une époque de ma vie où j'essayais donc effectivement d'améliorer ou de trouver des circonstances favorables. Et j'avais l'impression d'être toujours en train de courir, euh, d'essayer, comme je disais tout à l'heure, de faire mieux les choses, dans le but tout simplement d'être en paix, hein.
Je me disais toujours, le jour où j'aurai terminé tel travail, je serai plus en paix. Le jour où j'aurai autant d'argent, je serai plus en paix. Le jour, quand j'étais célibataire, je me disais, le jour où je vais rencontrer quelqu'un, je serai plus en paix. Et puis, après, parfois, on se dit, quand cette relation sera terminée, je serai plus en paix. Parfois, on se dit, tiens, j'ai pas d'enfant, c'est ça qui me manque dans la vie pour être heureux. Et donc, un jour, on a un enfant et on se dit peut-être que ça va effectivement nous apporter ce qu'on cherche profondément. Et puis, quand on a un enfant, on se dit que quand il sera un peu plus grand, ce sera peut-être plus facile. Quand il ira aux études, ce sera plus facile. Quand il aura terminé ses études, et ainsi de suite. Donc, il y a toujours une suite comme ça d'attente et d'espoir qu'un jour, ça va aller mieux, que les circonstances donc, que l'on juge, que l'on interprète comme étant favorables, vont nous permettre d'être enfin en paix. Moi, je me sentais vraiment comme l'image que j'utilise souvent, c'est cet artiste de cirque qui fait tourner des assiettes sur des baguettes, et j'étais constamment en train d'essayer de créer un genre d'équilibre, je dirais, dans ma vie entre mes finances, la santé, les relations, l'amour, la famille et tout ça. Et j'avais cette espèce d'illusion qu'à un moment, tout pourrait être parfaitement en équilibre et que je pourrais alors me poser, tout simplement me poser, être en paix et serein. Et ce que je me suis rendu compte, c'est que, en fait, au moment où on a l'impression qu'on va pouvoir se poser, vous avez peut-être remarqué aussi dans votre vie, il y a souvent une assiette, je dirais, un des domaines de notre vie qui commence légèrement, plus ou moins, à vaciller. Et j'avais donc cette impression que ça ne finirait jamais. Je me disais, mais est-ce que je pourrais avoir la paix un jour? Ou est-ce que la vie, c'est une suite d'efforts, d'essais d'arriver à quelque chose? Et bien sûr, il y a des moments, j'ai eu des moments de satisfaction, hein, mais ça a toujours été des moments de satisfaction euh, qui avaient une durée dans le temps. Par exemple, si je me disais, voilà, il faudrait que je décroche un beau contrat pour avoir une bonne somme d'argent et me sentir à l'abri, me sentir en sécurité, eh bien, si je décrochais un tel contrat, à ce moment-là, je me sentais en paix à l'intérieur, mais c'était une paix circonstancielle. C'est pas une paix profondément ancrée, c'est une paix, donc, comme je disais tout à l'heure, qui dépend des circonstances. Donc là, je décroche un gros contrat, j'ai de l'argent pour, mettons, vivre pour les 3 prochains mois, et là, je me dis, ah, là, je peux me poser. Et ça dure quelques instants parce que juste après, il y a une pensée qui vient et qui dit, oui, mais après les 3 mois, et automatiquement, même si j'ai réellement du temps et que je peux vraiment profiter de la vie pendant cette période, je n'en profite pas vraiment parce que je suis déjà en train d'anticiper la suite. Et cette vie toujours projetée comme ça dans le futur est un facteur de stress important. J'ai découvert, dans le fond, que le seul endroit où je peux être en paix, ce ne sera jamais dans le futur. Hein. On dit que l'espoir fait vivre, mais en fait, l'espoir ne fait pas vivre, l'espoir fait survivre. Survivre en attendant euh, de pouvoir vraiment vivre. Donc c'est cette illusion toujours de se dire un jour je vais pouvoir vivre. Il y a des gens qui attendent la retraite pour commencer à vivre, ou qui attendent l'autorisation des autres, ou que sais-je. Donc quelque part, c'est quand on est entièrement présent à ce qui en nous est en attente, ou à ce qui en nous n'est pas entièrement en paix avec ce qui est dans l'instant, que l'on découvre réellement cet espace, que l'on est cet endroit où, comment dire, notre paix intérieure, notre sérénité ne dépend plus des circonstances. Et donc, on n'a plus besoin d'ajouter des choses, d'améliorer les choses, ou d'être en quête de circonstances agréables ou positives. Donc, quand les circonstances positives se présentent dans la vie, waouh, ben, tant mieux, on célèbre ça, évidemment, on n'est pas dans le rejet du tout de tout ce qui pourrait être agréable. Au contraire, je dirais même qu'on en profite mieux parce que quand les circonstances sont agréables, on peut entièrement profiter, on est entièrement là. On n'est pas en train de se dire pourvu que ça dure ou alors quand je vais le perdre ou quand ça va s'arrêter, comment je vais faire. Donc on est entièrement, on profite réellement, je dirais, dans l'instant présent des circonstances.
Et voilà, je pense que c'est la grande différence par rapport à une vie où on mise son bien-être sur les circonstances extérieures. On trouve là, dans le fond, notre bien-être dans le fait simplement d'être, l'espace pour les circonstances de notre vie, qu'elles soient extérieures ou intérieures. Pascal, si je comprends bien, ça veut aussi dire que l'espoir, ça nous destine peut-être à des moments plus malheureux. En fait, l'espoir n'est pas un sentiment avec lequel on devrait vivre au quotidien. Puis même, ça m'amène à une autre question. Euh, Comment voyez-vous ça, une personne qui planifie son avenir, qui dessine une vision de son avenir qui est différente de son présent? Est-ce que c'est une bonne façon aussi de vivre son présent, de penser à son avenir? Bien, en fait, penser à son avenir, si on n'est pas attaché à la façon dont, dont on, à la façon dont on projette, je dirais, l'avenir, si on est euh, entièrement en paix dans l'instant présent, en paix avec les circonstances, comme je disais, extérieures ou intérieures, euh, on a la possibilité de, je dirais, construire la vie que l'on souhaite euh, se manifester plutôt que par défaut, c'est-à-dire de se battre contre ce qu'on ne veut pas, changer les choses, ne crée que de la souffrance et des résistances. Alors que, dans le fond, pour préparer son avenir, c'est un excellent point de départ de d'abord accepter entièrement là où on est. Parce qu'il y a énormément d'énergie utilisée à se battre contre ce qui est. Alors, la première chose à faire, c'est de dire, OK, voilà ce que je souhaite dans ma vie. D'ailleurs, en général, ce qui ne nous convient pas dans l'instant présent, ce qui ne va pas, est en général l'autre côté de la médaille de ce que l'on souhaite, de ce qui est un élan de vie. Et on ne peut avoir accès à ça que quand on est en paix, parce que sinon, on va se battre pour changer les choses, on va se battre contre ce qui est. Et c'est une toute autre énergie que d'être en lien avec ce qui est vivant en nous. Et donc, on ne se bat plus, mais on agit en conscience. Et évidemment, notre futur se crée dans l'instant présent. Si je ne suis pas conscient de ce qui, euh, je vais dire, décide de ma vie dans l'instant présent, je suis en train de créer un futur malgré moi, on pourrait dire. Mon inconscient, que ce soit au niveau des émotions, des pensées, crée mon, mon comportement, ma façon d'être et détermine mes choix. Donc, dans tous les cas, le futur se prépare maintenant et se construit maintenant. Donc, si je ne suis pas entièrement présent, le futur a beaucoup de chances de ressembler à mon passé, puisque si je n'ai pas pris conscience des schémas qui ont créé les circonstances actuelles qui ne me plaisent pas, eh bien, il y a beaucoup de chances que ça continue de la même façon. D'ailleurs, on le remarque, hein, on se dit, bien voilà, on rencontre quelqu'un, on vit une situation et on se dit non, ça je veux plus, on rencontre une autre personne et on ne sait pas soi-même écouter par rapport à ce qui est là. Et il y a de bonnes chances, évidemment, dans une autre relation, on vive les mêmes circonstances, les mêmes difficultés, les mêmes problèmes. Et puis après, bon, ben, on se dit c'est pas encore la bonne personne, et puis on s'en va vers une autre relation ou d'autres circonstances, ou un autre travail. Voilà, on est dans un travail et on se plaint de choses qui ne fonctionnent pas bien, et on se dit, bon, ben voilà comment je voudrais les choses, mais on n'accueille pas ce, comment nous, on vit ce qu'on vit actuellement. Et donc là, on poursuit finalement notre chemin au travers de notre inconscient. Le fait de reconnaître, d'accepter et d'accueillir ce qui vit en nous dans l'instant présent et qui donc cause malgré nous notre réalité, nous permet finalement de ne plus être soumis à ces schémas, à ces conditionnements. Et donc de retrouver notre liberté de choisir ce que l'on souhaite, ce qu'on souhaite nourrir dans notre vie. Est-ce que c'est de choisir l'être plutôt que l'avoir? Parce qu'en fait,
même si on a toutes sortes de choses à l'extérieur de nous, c'est pas véritablement ce qui peut nous rendre heureux. Et effectivement, dans le fond, c'est de choisir, c'est de développer cette aptitude à pouvoir être présent ou à accueillir peu importe ce que la vie met sur notre chemin, hein, de manière à ce que notre état intérieur ne dépende plus des circonstances extérieures. Donc effectivement, on met l'être avant l'avoir et même avant le faire. Souvent, dans certains, bon, j'ai fait des années de stages de développement personnel et quelque part, ça a été ma voie pendant un certain temps. Je me disais sincèrement que donc en changeant mes comportements, en possédant plus ou que sais-je, j'allais donc pouvoir être mieux, hein. Et je me suis donc rendu compte que, en fait, le chemin est inverse. C'est en étant mieux, en étant en paix ici et maintenant, que mes comportements vont être transformés, je dirais, automatiquement. Et pour ce qui est de l'avoir, la notion d'abondance, par exemple, l'abondance, à mon sens, c'est un point de vue, une façon de percevoir les choses. On peut avoir beaucoup de possessions matérielles, beaucoup d'argent et vivre dans la pénurie et se sentir, je vais dire, démuni en attente ou avoir l'impression que voilà, qu'il nous manque quelque chose. On peut aussi être dans des périodes de notre vie dans une certaine simplicité au niveau, ou peut-être même un certain dénuement par rapport à nos possessions et par rapport à l'argent, et nous sentir entièrement en paix et riche, dans le fond, je dirais, euh, d'être serein et d'aimer la vie telle qu'elle est. L'inverse peut être vrai aussi, hein. On peut être, je veux dire, dans le dénuement, comment dire, matériel et rechercher d'autres conditions que celles qui sont là. Je veux dire, à ce niveau-là, la quête de quelque chose à l'extérieur de nous n'est pas forcément matérielle. Elle peut être aussi une quête de relation, une quête d'amour, une quête de même de spiritualité, euh, et donc tant qu'on est à la recherche de quoi que ce soit à l'extérieur, notre attention n'est pas au bon endroit et donc on essaye encore une fois de changer les circonstances, les relations, les gens, nos comportements. C'est d'ailleurs la différence entre les approches comportementalistes et cognitives des thérapies enfin, qui ont été les plus répandues jusqu'il y a peu de temps, et les nouvelles formes, je dirais, de thérapie ou de développement personnel qui sont beaucoup plus basées sur l'être et sur, je dirais, la connaissance de soi, l'écoute dans l'instant de ce qui est vivant à l'intérieur de nous, et dans le fond, c'est la conscience qui transforme notre vie et pas l'inverse, en fait. Et Pascal, à un moment donné, dans votre recherche de connaissance de soi, vous êtes tombé sur le livre d'Eckhart Tolle, Le pouvoir du moment présent. Et curieusement, la première fois, mais ce livre-là n'a pas fait vraiment écho en vous parce que, comme vous le dites, c'était trop difficile pour vous de le mettre en pratique parce que vous n'étiez pas intéressé à vivre votre moment présent tel qu'il se présentait à l'époque. C'est quand même paradoxal. Parlez-moi, expliquez-moi ça. Oui, ben disons que effectivement, à cette époque-là, le livre m'a parlé, hein, mais il m'a parlé, je dirais, intellectuellement. Quand j'ai lu ce livre, je trouvais les propos d'Eckhart Tolle très brillants, très précis. Il mettait des mots sur des choses que je ressentais, que je vivais, et des chapitres comme ceux dans lesquels il parle de l'ego, dans lesquels il parle du corps de souffrance, et tout ça me parlait beaucoup, évidemment. J'avais l'impression même qu'il avait écrit le livre en étant quelque part là à côté de moi et qu'il s'était inspiré de ma réalité pour pouvoir l'écrire, tellement c'était juste. Comment ça, tellement ça, quelque part, oui, ça résonnait, mais ça résonnait mentalement. Je me retrouvais pas du tout, par contre, dans les chapitres où il parlait de la
présence de la paix intérieure et tout ça, parce que ça n'était pas du tout ma réalité, hein. Comme je l'ai confié tout à l'heure, ma réalité, c'était tout à fait l'inverse. Et donc, je n'étais effectivement pas prêt à accepter les circonstances de ma vie. Pour moi, c'était une belle possibilité, c'était une belle utopie. Je me disais, tant mieux si lui y arrive, mais moi, je ne vois pas pourquoi j'accepterais d'être tout le temps stressé, pourquoi j'accepterais que ma conjointe m'ait quitté, pourquoi j'accepterais que mes affaires ne vont pas comme je voudrais, pourquoi j'accepterais euh, d'avoir vécu ce que j'ai vécu avec mes parents, avec mon père ou avec ma mère à certains moments de ma vie. Pourquoi est-ce que... Voilà. Dans le fond, accepter tout ça, ça me donnait l'impression de... là, je parle du passé, mais même accepter les circonstances de la vie au moment où elles se présentent, hein. Si je suis dans une période de ma vie où je suis extrêmement stressé, c'est sûr que quand on me dit accepte le moment présent, ça résonne comme accepte d'être stressé, accepte le stress dans le fond, accepte d'être complètement cassé ou d'être seul, d'être isolé ou accepte que la relation de couple dans laquelle tu es est houleuse, qu'il y a beaucoup de conflits et tout ça. Et accepter ça dans l'instant présent, ça me paraissait mais complètement fou. Ça paraissait presque masochiste de dire non, moi ce que je voulais, c'est changer les choses. Je voulais les transformer, les changer, les améliorer. Et je croyais réellement que ça allait m'apporter la paix. Donc c'est pour ça que je refusais ça. À ce moment-là, oui, il y avait, je pressentais quand même profondément qu'il y avait une possibilité. Ça résonnait vraiment comme une très belle utopie. Je me dis, mon Dieu, si c'était possible, je serais libre dans le fond. J'arrivais à conceptualiser ça mentalement. Mais par contre, je me sentais absolument incapable de le faire parce qu'il y avait quelque chose en moi qui résistait d'une façon très, très puissante à cette idée-là. Et là, Pascal, vous allez m'expliquer quelque chose. Comment le fait d'accepter une chose qui nous insatisfait peut nous permettre de la transformer? Alors, comment je peux accepter une rupture amoureuse si dans le moment présent, c'est elle qui me fait pleurer? Comment je peux accepter une faillite si dans le moment présent, c'est elle qui me met dans un manque immense, etc., etc.? J'ai besoin de plus de Oui, précision. oui, d'accord. Donc, ce que j'ai finalement, je dirais, découvert, et de façon presque paradoxale, hein, c'est que quand j'ai mis l'attention, parce que dans le fond, ce qu'on doit accepter, c'est pas tellement les circonstances de la vie, mais plutôt ce qui vit à l'intérieur de nous face aux circonstances. Parce que dans le fond, les circonstances pour chaque personne peuvent être différentes, hein. Quand on dit qu'on souffre d'une rupture, on ne souffre pas forcément d'une rupture. Je veux dire, une rupture, parfois, peut être vraiment ressentie ou perçue comme un soulagement dans certaines circonstances. Euh, dans d'autres, effectivement, on peut la vivre très mal. On peut perdre son travail et se dire waouh, ça fait tellement d'années que j'ai enduré ça et je sens que c'est tellement juste que ça s'arrête aujourd'hui. Et d'un autre côté, on peut se dire non, non, je suis complètement en panique, j'y tenais. Donc c'est vraiment une question de perception. Donc dans le fond, la seule chose qu'on peut accueillir, c'est comment on le vit. Hein, face aux mêmes circonstances, vous mettez 5 personnes, les 5 personnes vont avoir des façons de percevoir, de vivre l'événement de 5 façons différentes. Donc, ce qui est important, c'est de reconnaître comment ça vit à l'intérieur de moi cet événement, comment justement il y a quelque chose en moi qui est attaché à ça, comment il y a quelque chose en moi qui est en résistance par rapport à un événement de la vie. Et donc, paradoxalement, quand j'ai commencé à faire cela, quand j'ai accepté d'essayer, parce que j'ai, pendant tout le reste de ma vie auparavant, essayé donc de contrôler et ça ne fonctionnait pas, je me suis dit, bon ben, j'ai rien à perdre. Pourquoi ne pas accueillir ce qui en moi n'est pas en paix face aux circonstances? Et là, ça a été complètement différent. Donc, par exemple, si je viens de perdre mon travail, il y a peut-être quelque chose en moi qui est en panique, il y a une grande peur qui est là, il y a peut-être une grande peur de l'inconnu. Et donc, ce n'est pas tellement le fait d'avoir perdu mon travail qui est pénible, c'est le fait d'être face
à des parties de moi qui sont mises en évidence dans les circonstances, on pourrait dire. Et donc, quand je prends le temps de reconnaître et d'accepter, c'est-à-dire de me donner le droit d'avoir peur, de me donner le droit d'être réactif ou de résister ou que sais-je, quand je commence à reconnaître, à accepter et à accueillir cette partie de moi qui réagit, à ce moment-là, je ne suis plus, on pourrait dire, identifié à cette partie de moi. C'est-à-dire que la réaction peut se produire quand même, mais plus de façon inconsciente. C'est-à-dire que je deviens présent à quelque chose en moi qui a peur ou à quelque chose en moi qui résiste ou qui est en colère ou qui est triste ou que sais-je. Et je peux devenir, dans le fond, enfin, je peux devenir, non, je reconnais que je suis, dans le fond, déjà cet espace à l'intérieur duquel une partie de moi est en train de souffrir ou de réagir. Et à ce moment-là, je ne suis plus en souffrance, on pourrait dire. Je suis présent à quelque chose qui souffre en moi. Et automatiquement, ça crée de l'espace. Automatiquement, ça permet d'être plus facilement avec ce qui est là et ça permet aussi de peut-être pouvoir vivre une émotion. Parce que, par exemple, dans une rupture amoureuse, on en a tous vécu, euh, quand est-ce qu'on souffre et quand est-ce qu'on arrête de souffrir? En général, on souffre parce qu'on refuse la rupture, parce qu'on refuse même d'être triste, on refuse d'être seul, on refuse donc les circonstances, mais on refuse aussi les émotions qui vont avec. Peut-être même on refuse la colère qui est là. Et donc on souffre énormément et il y a un moment donné, ça prend un certain temps, euh, on arrive au bout, disons, d'un certain chemin qu'on fait au travers de la rupture, et il y a un moment donné où on accepte. On accepte d'être triste, donc on va commencer à pleurer. On accepte d'être en colère, donc quelque part, notre colère va pouvoir se vivre, on va pouvoir vivre comment dire, euh, on va pouvoir libérer les émotions qui ont été contenues peut-être pendant cette période-là quand on refusait de les vivre, quand on refusait les circonstances, quand on voulait encore contrôler ou quand on avait l'espoir de recoller des morceaux ou de refaire quelque chose. Donc encore une fois, quand on était dans le refus de l'évidence, on était en train de souffrir. Et donc il y a un moment donné où ça se passe d'un instant à l'autre, je dirais presque, ou d'un jour à l'autre, c'est fini. On a entièrement accepté. La différence entre la souffrance de l'événement et la paix face à l'événement, c'est simplement qu'à un moment donné, on a accepté ce qui est, ou on a peut-être accueilli ce qui en nous résistait. Quand on prend conscience de ce qui en nous résiste, eh bien à ce moment-là, ce qui résiste en nous peut lâcher. Hein. Le lâcher prise, c'est pas quelque chose par définition sur lequel on a un contrôle. C'est en reconnaissant ce qui résiste que le lâcher-prise peut se produire. Donc, accepter, ça veut aussi dire cesser de contrôler et c'est aussi synonyme de lâcher prise, en fait. L'évidence de ce qui est, je perds mon énergie parce que je ne change rien à une situation en me disant qu'elle ne devrait pas être. Qu'est-ce qui me permet de dire que certaines circonstances ne devraient pas être? Il y a Byron Katie qui écrit un livre qui s'appelle Aimer ce qui est, dans lequel elle déclare carrément que la preuve, oui, complètement, complètement, vivre sa vie dans l'instant présent et présent aux circonstances extérieures et intérieures de notre vie, c'est effectivement du lâcher-prise. C'est dans le fond être devant l'évidence que l'événement contre lequel on se bat, soit a déjà eu lieu ou a lieu pour l'instant et que j'ai deux façons de le vivre. Une est souffrante, l'autre ne l'est pas. Mais dans tous les cas, je vis cette vie et elle se produit telle qu'elle se produit pour l'instant, autant à l'extérieur qu'à l'intérieur. Donc quand je reconnais, je pourrais dire, cette évidence, à ce moment-là, je suis en paix avec ce qui est. Ce qui ne m'empêche absolument pas de changer les choses. Comme je le disais tout à l'heure, quand je suis en train de me battre contre que les choses devraient être telles qu'elles sont, c'est qu'elles sont telles qu'elles sont.
Je veux dire, elles sont telles qu'elles sont. Dire qu'elles ne devraient pas être comme cela, c'est créer de la souffrance complètement inutile. À partir du moment où j'accepte entièrement que les circonstances sont telles qu'elles sont maintenant, ou que les circonstances intérieures, donc des résistances ou des peurs, ou peu importe ce qui se produit, sont telles qu'elles sont maintenant, à ce moment-là, je suis entièrement disposé, et dans les meilleures conditions, je dirais, pour changer les choses, pour transformer euh, la vie et aller vers ce que je souhaite, dans le fond. Donc, je peux reconnaître que pour l'instant, il y a quelque chose en moi qui n'est pas en paix avec les circonstances et découvrir que derrière ce qui semble ne pas être en paix, en fait, il y a l'expression d'un élan pour autre chose, pour quelque chose de nouveau. Et ça, on le voit même dans la société, c'est pas au niveau seulement individuel. On se bat contre la guerre, on se bat contre la drogue, on se bat contre des tas de circonstances qu'on juge tout à fait inacceptables ou pas, je vais dire, pas bonnes ou qui ne contribuent pas à ce qu'on souhaite. Et pendant qu'on se bat contre ça, c'est quand même, c'est là. Par contre, si je découvre et si j'écoute ce qui en moi me pousse euh, dans ce combat, je vais découvrir que dans le fond, c'est un élan de vie. Il y a un élan pour la paix, il y a un élan pour la vie, il y a un élan pour une bonne santé, il y a un élan pour de la présence, de la conscience dans ma vie. Et quand je suis à l'écoute de ça, alors je deviens le changement que je souhaite voir dans le monde, pour citer Gandhi, et plutôt que d'attendre que les circonstances de ma vie changent pour être en paix, je prends responsabilité. Je choisis la vie que je veux pour moi et donc j'influence la vie quelque part. J'influence ma réalité et celle des autres. Alors que quand je me bats contre ce qui est, je génère plus de stress, plus d'anxiété. D'ailleurs, la plupart des guerres sont menées pour la paix. Hein. La plupart des combats qui créent beaucoup de souffrance sont menés par des gens extrêmement sincères avec de très bonnes intentions. On dit que l'enfer est pavé de bonnes intentions. Donc, il n'y a qu'à partir d'un endroit paisible que l'on peut créer la paix. Donc, et la paix passe par l'acceptation de ce qui est. Enfin, en tout cas, c'est mon expérience. Oui, et si on revient à votre histoire de transformation, vous nourrissiez d'ailleurs cet élan de paix et vous l'avez reconnu chez une amie qui, elle, est revenue de l'Inde. Et puis cette personne-là vous semblait très paisible, elle méditait à tous les jours, elle semblait très sécure avec elle-même ou dans sa vie en général. Et c'est cette personne-là, je crois, qui vous a remis en contact une autre fois avec les enseignements d'Eckhart Tolle. C'est bien ça? Oui, tout à fait. Cette amie me parlait depuis plusieurs années d'un maître spirituel qu'elle avait en Inde. Et quand elle me parlait de lui, j'avais l'impression qu'elle parlait de quelqu'un comme Jésus, hein, dans mes références, évidemment, dans mon éducation. Et je me disais que ça devait être formidable de côtoyer quelqu'un comme ça qui, justement, vit la vie dans l'instant présent et il est l'espace pour la vie comme elle se produit. Cette personne ne résiste absolument à rien et en même temps ne subit pas non plus la vie. Hein, parce qu'il ne s'agit pas, quand on dit accepter, il ne parle pas évidemment de subir, d'endurer les choses. On parle de simplement être une ouverture pour ce qui est. Et donc, quand elle me parlait de ce maître en Inde, ça m'inspirait, mais ça restait encore un peu comme utopie, comme quand j'avais lu le livre d'Eckhart Tolle. Ce n'était pas quelque chose qui était dans ma réalité et je voulais bien le croire, mais le croire, quoi. Hein, voilà, c'était pas quelque chose que je pouvais toucher, on pourrait dire. Et un jour, cet ami m'a parlé donc d'une vidéo d'Eckhart Tolle. Et quand j'ai regardé cette vidéo, j'ai été vraiment touché et bouleversé à ce moment-là parce que j'ai vu pour la première fois devant moi le- la, la manifestation dans le concret, dans le vivant, dans la matière de cette possibilité d'être en paix avec les circonstances de la vie. Pour moi, Eckhart Tolle a vraiment incarné vraiment ça dans cette vidéo. Peu importe les questions qu'on lui pose, peu importe euh, ce qui est présent, il est toujours une ouverture pour ce qui est là. Et ça m'a profondément touché parce que ce que j'avais ressenti en lisant son livre,
ce qui était alors encore une utopie un peu mentale, était quand même euh, était venu me chercher parce qu'il y a quelque part quelque chose d'enfoui très profondément derrière toutes mes peurs et mes besoins de contrôler les choses qui, euh, qui avait cette intuition que c'était possible. Mais en même temps, c'était tellement menaçant pour les parties de moi qui ont peur d'accueillir la vie telle qu'elle est, la peur de l'inconnu et tout ça, que c'était vraiment enfoui très, 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 très profondément. Et quand j'ai vu écarteler, alors cette part, ce qui, dans le fond, cette, cette partie de moi plus profonde, je dirais, c'est même pas une partie de moi, ce que je suis plus profond, au plus profond, a été, on pourrait dire, touché ou reconnu, ressenti. J'ai vraiment ressenti en voyant cette vidéo que ce n'était pas une utopie, que c'est vraiment possible. J'ai été profondément bouleversé, j'en ai pleuré comme un enfant. Un petit peu, il y avait comme une pensée qui avait que je le savais que c'était possible, mais je n'osais pas y croire en fait. Et donc, ça, j'ai été touché comme ça. Mais en même temps, c'était pas encore ma réalité, mais il y avait là une intuition plus profonde et un ressenti plus grand d'une réelle possibilité. Voilà. C'est un peu plus tard, quand j'ai relu alors le pouvoir du moment présent, à partir de ce qui a été touché en moi. Donc, dans le fond, cette deuxième lecture de ce livre que j'ai fait, je ne l'ai pas faite à partir d'une compréhension mentale de mon conditionnement, mais plus à partir de ce qui avait été touché en moi, de ce qui avait été ému ou reconnu à l'intérieur de moi. Donc j'ai été plus dans le ressenti de ce qu'Écartelé partageait dans son livre plutôt que de la compréhension mentale. Et là, ça a réellement touché quelque chose et ça a vraiment transformé quelque chose. Ouais. Oui, d'ailleurs, vous dites que c'est lorsque vous étiez rendu au chapitre qui parlait du temps psychologique que vous avez été profondément touché. Qu'est-ce que c'est le temps psychologique? Puis vous parlez aussi dans le texte que vous avez publié dans Point de bascule de l'éternel instant présent. Qu'est-ce que c'est ça? Pouvez-vous nous donner une image de ça? Alors oui, effectivement, j'ai été touché dans ce chapitre. En fait, je lisais le livre Le pouvoir du moment présent et il y a ce chapitre sur le temps psychologique. Je me souviens plus quelle page, quelle phrase j'ai lue. Mais c'était, je me souviens en gros que ça parlait du temps psychologique et de l'éternel instant présent. Le temps psychologique, comme en parle Écartelé, c'est cette impression de vivre dans le temps, donc d'être tout le temps ballotté entre le passé, le présent, on le voit quasi pas parce que moi j'étais tout le temps ballotté comme ça entre le passé et le futur. Quand j'animais une conférence en Suisse, il y a un monsieur qui m'a montré comme ça une image, un petit peu comme si on était sur une balançoire. Je vais me mettre de côté là, mais vous voyez, on était comme si on était un petit peu sur une balançoire en train de se balancer perpétuellement entre le passé et le futur, entre le passé et le futur. Et dans le fond, on passe par-dessus cet instant présent qui ne semble pas être intéressant parce qu'on est intéressé à régler nos histoires passées, on est intéressé à créer une réalité dans le futur différente de celle que l'on vit. Et on passe à côté donc de cet instant présent. Et en fait, le seul endroit où on peut vivre, dans le fond, donc on n'est pas en train de vivre, hein, on est en train de penser à notre vie. Mais on ne se sent pas forcément vivant. En tout cas, moi, je l'ai vécu comme ça. Je ne me sentais pas vivant. Je me sentais dans une histoire que je racontais dans ma vie. J'avais l'impression d'écrire un roman basé sur des histoires passées, où est-ce que j'en suis, qu'est-ce que j'ai déjà fait, qu'est-ce qu'il me reste à faire, quels sont mes objectifs, qu'est-ce que je veux faire de ma vie, et perpétuellement comme ça préoccupé de ce qui est déjà fait, ce qui n'est pas encore fait, ce qui reste à faire, et donc tout ça, tout le temps ballotté comme ça. Et ça, c'est pour parler du temps psychologique. Et il met donc, je veux dire, en évidence aussi dans ce chapitre ce qu'il appelle l'éternel instant présent. Et cet éternel instant présent, c'était un petit peu pour moi comme un koan, hein, donc ces phrases zen que certains maîtres utilisent pour confondre le mental de leurs disciples.
dans le zen, eh bien, cette phrase me semblait vraiment comme un koan, un paradoxe, hein. L'éternel instant présent. Pour moi, éternel, éternité, ça résonnait avec c'est long longtemps, hein. Comme on dit au Québec, c'est long longtemps. Euh, comment est-ce que ça peut être compatible, l'éternité et l'instant présent? Euh, et quelque part, j'ai senti que ça venait ouvrir quelque chose, que ça venait ouvrir quelque chose qui était un petit peu à la croisée des deux, hein, en éternité et instant présent. Et ce qui s'est passé, pour essayer de le décrire, c'est un ressenti, l'impression que, alors que j'étais en train de lire ce livre, j'ai été jusque-là dans un espèce comme ça de mouvement perpétuel de stress, d'anxiété, d'espoir projeté dans le futur, de regret dans le passé, et ainsi de suite. Donc ce mouvement d'être bousculé, d'être tout le temps dans une espèce de vitesse comme ça. Et soudainement, je me retrouve arrêté. Un petit peu comme si j'avais lu mon livre dans un train et que le train venait d'arriver en gare. L'autre comparaison que je peux donner, c'est un petit peu comme quand on est dans sa cuisine euh, et que le frigo, le moteur du frigo roule depuis plusieurs minutes, voire plusieurs heures, et à un moment donné, il s'arrête. Et c'est au moment où on s'arrête qu'on se rend compte, dans le fond, qu'il y avait du bruit. Donc moi, c'est au moment où j'ai ressenti que quelque chose s'était arrêté que je me suis rendu compte de cette sensation de mouvement, de vitesse, d'être partie prenante du temps, dans le fond. Et, et, euh, et soudainement, quelque chose s'est arrêté. Eckhart Tolle dit, quand on lit ses livres, qu'il vaut mieux les fermer plus souvent qu'on les ouvre, ce qui est aussi, qui pourrait aussi être un koan, hein, parce que c'est difficile de fermer un livre plus souvent qu'on l'ouvre, mais bon. Euh, c'est juste pour dire que quand on ressent quelque chose, quand on est touché par quelque chose dans la lecture, et d'ailleurs, je dirais même dans la vie en général, c'est intéressant de s'arrêter pour écouter ce qui a été touché, écouter ce qui se passe à l'intérieur de nous. Ce que je ne faisais pas du tout avant, hein. Si j'étais touché par quelque chose que j'avais lu dans un livre, eh bien, j'étais intéressé d'en lire encore plus pour essayer de trouver encore plus d'informations. Je ne me suis jamais jusque-là vraiment arrêté à ressentir ce qui était là et faire connaissance avec ce nouvel état ou peu importe. Mais ce jour-là, j'ai fait ça. J'ai fermé le livre et je suis resté avec cette impression que quelque chose s'était arrêté, même si je ne comprenais pas ce que c'était exactement. Il venait avec cette impression d'arrêt, une paix, une joie, l'impression qu'il n'y avait plus aucun challenge dans ma vie, mais plus de challenge en tout cas dérangeant ou j'étais parfaitement en paix déjà. C'est comme si je pouvais me dire, bon, mais mon Dieu, c'est ça, après quoi j'ai couru toute ma vie. Juste de pouvoir être là, être bien, être en paix. Et me rendre compte que être bien ici et maintenant en paix, ça ne nécessite pas d'être arrêté. C'est un bon endroit pour être en action, c'est un bon endroit pour être en relation, c'est un bon endroit pour vivre dans le fond. Et dans le fond, c'est le seul endroit où je peux vivre. J'avais eu des échantillons de ça quand j'étais enfant, évidemment. Pouvoir juste être là, jouer avec une fourmi dans le gravier ou regarder un coucher de soleil et n'avoir absolument aucune autre préoccupation. Et là, c'était de nouveau comme ça, on pourrait dire. Et c'était un peu spécial parce qu'il y avait une horloge en face de moi dans la chambre. Je voyais les aiguilles des secondes bouger, mais je ne me sentais plus bouger avec les secondes. C'était juste un mouvement qui se produisait dans l'instant présent, un petit peu comme ces horloges qu'on voit parfois sur Internet euh, où il est écrit now, 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 à la place de 1, 2, 3, c'est écrit maintenant, 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 maintenant. Et donc l'aiguille des secondes pointait toujours sur l'instant présent. Et c'est là que je me suis rendu compte que dans le fond, ça n'a jamais été autrement. En fond, toute ma vie s'est déroulée et chaque instant de ma vie s'est déroulé dans l'instant présent. Ce n'est pas moi qui voyage dans le temps dans ma vie, mais plutôt la vie qui se produit à l'intérieur de cet espace de conscience que je suis à chaque instant. Et alors la notion d'éternel instant présent est devenue claire. C'est que l'instant présent renferme l'éternité, le passé, le présent et voilà, et le futur. Enfin, je veux dire, tout ne peut exister que dans l'instant présent. Si je pense à quelque chose que j'ai vécu il y a 5 ans, je pourrais me dire, oui, mais non, c'est arrivé il y a 5 ans.
Oui, mais quand c'est arrivé il y a 5 ans, ça s'est produit dans l'instant présent. Et quand je pense à cela, la pensée se produit aussi dans l'instant présent. Et quand je projette une peur dans le futur, ma peur se produit dans l'instant présent. Si je travaille sur un projet pour le futur, le jour où mon projet va se réaliser, il se réalisera dans l'instant présent. Dans le fond, rien n'existe en dehors de l'instant présent. Pascal, est-ce qu'on vit plus de façon inconsciente que de façon consciente? Et est-ce que l'inconscient est plus fort pratiquement que notre conscient? Parce que la métaphore que vous venez d'employer pour le frigo me fait vraiment réaliser que bien souvent, c'est lorsqu'une chose se termine, lorsqu'une chose s'arrête, qu'on en prend conscience qu'elle était là, qu'elle existait. Oui, hein, par définition, on n'est pas conscient de notre inconscient, hein, donc on n'est pas forcément conscient de nos conditionnements. Ou alors on peut être conscient de nos conditionnements, mais mentalement, comme un concept. Hein, et le fait de savoir que on a certains, je dirais, conditionnements qui causent des comportements basés sur telle histoire qu'on a vécue dans notre vie, ne change pas grand-chose dans notre réalité tant qu'on n'a pas entièrement reconnu comment ça vit à l'intérieur de nous et comment ça continue à créer, à produire la vie que l'on a ou que l'on vit. Euh, Dans le fond, c'est quand on prend conscience de ce qui nous dérange dans notre vie, que l'on prend conscience de ce qui est conditionné, de ce qui est en résistance. Dans mon expérience, je pourrais dire que euh, peu importe la contrariété, le stress, l'anxiété, la peur, euh, simplement le fait de dire qu'on n'aime pas quelque chose, même si on a le droit de le faire, c'est toujours, tout ça est absolument légitime, mais c'est toujours un conditionnement. Parce que quand on n'aime pas quelque chose, c'est toujours en référence avec soit notre éducation, avec une expérience passée. Ce que nous, on n'aime pas, quelqu'un pourrait l'adorer et être. Donc, ce n'est pas la réalité, c'est notre réalité, mais au travers donc de nos conditionnements. Et conditionnement, c'est pas un gros mot, hein. C'est pas pour dire que c'est mauvais. C'est juste que c'est quelque chose qui est conditionné, un endroit où on n'a pas forcément le choix. On ne choisit pas d'aimer ou de ne pas aimer quelque chose. On est conditionné dans notre vécu et dans nos expériences. Et ça fait qu'il y a un moment donné où le tri se fait de plus en plus. D'ailleurs, on le voit hein, quand, chez certaines personnes âgées, quand elles vivent quelque chose qui leur déplaît. Enfin, nous, on fait ça, hein, mais à un moment, on arrive dans notre vie en étant plus âgé, à mettre une croix sur de plus en plus de choses qui nous dérangent, qu'on ne veut pas. Hein. Quand en relation amoureuse, c'est la même chose. On a vécu des choses malheureuses, difficiles, et quand on n'est pas conscient des conditionnements, des blessures que ça a causé en nous, eh bien, ça restreint de plus en plus nos possibilités, notre liberté d'être. On se dit souvent, d'ailleurs, voilà ce que je ne veux plus. Je ne veux plus ça, je ne veux plus ça, je ne veux plus ça, je ne veux plus ça. Et quand on ne veut plus parler avec telle personne parce que ceci, et si on ne veut plus faire telle chose parce que cela, et ainsi de suite, notre univers se restreint de plus en plus et on se retrouve finalement euh, dans une situation où c'est notre inconscient qui choisit pour nous ce qui est possible et ce qui ne l'est pas. Hein. Donc il y a beaucoup de croyances, de certitudes, dans le fond, qui gèrent notre vie à notre place. J'ai entendu une fois une phrase qui disait euh, euh, le problème n'est pas ce qu'on ne sait pas, le problème est ce qu'on sait avec certitude. Et ce qu'on sait avec certitude nous enferme. Alors, effectivement, notre inconscient a plein pouvoir, a toute sa force quand on n'est pas présent à lui, quand on n'est pas présent à ce qui vit à l'intérieur de nous. Donc, chaque fois qu'on est en réactivité, en contrariété ou que sais-je, avec l'instant présent tel qu'il est, c'est toujours une occasion finalement de reconnaître, d'accepter et peut-être d'accueillir une partie de nous qui n'est pas entièrement en paix, donc une partie de notre ego, une partie de notre corps de souffrance. Et comme je disais, ce ne sont pas des gros mots, hein. Ego, corps de souffrance, pour moi, c'est simplement l'expression d'une condition. On est conditionné, on est dans une condition, la condition humaine, on appelle ça la condition humaine. Il y a quelque chose, nous sommes quelque chose de beaucoup plus large, de beaucoup plus libre, d'entièrement libre, hors de la condition.
Mais pour prendre conscience de qui on est profondément, au-delà de la condition, il faut d'abord reconnaître la condition, reconnaître notre condition humaine. On a des machines un peu à réagir, et on a des corps dans lesquels vivent des émotions, des peurs, des pensées, et si on n'est pas présent à ça, eh bien on se prend alors pour nos pensées, pour nos réactions, pour nos conditionnements, pour nos émotions, et c'est là qu'on perd notre liberté. Donc, dans le fond, être conscient, c'est être conscient de l'inconscient, être conscient de ce qui n'est pas entièrement en paix. Être en paix, c'est reconnaître ce qui ne l'est pas, dans le fond. Et ce qui reconnaît ce qui n'est pas en paix est déjà et est entièrement en paix. Donc, on parlait tout à l'heure justement des circonstances extérieures ou intérieures, comme le stress, par exemple. Bon, ben, le stress, j'en ai évidemment, il y a toujours du stress qui vit à l'intérieur de moi avant d'enregistrer une vidéo, avant de faire une visioconférence. Et quelque part, si je ne reconnaissais pas ça, alors ce stress pourrait décider à ma place de me faire perdre le fil de mes idées, de, d'être en peur, d'avoir l'air fou devant tout le monde. C'était quelque chose qui était très présent quand j'ai commencé à animer des stages et des conférences parce que je ne l'avais jamais fait de ma vie auparavant. Et donc, le fait de vivre cet inconfort m'a obligé à reconnaître ce qui en moi avait cette peur. Et en reconnaissant ce qui en moi avait cette peur, j'ai découvert aussi que qui je suis présent à cela n'est pas soumis à cette peur, mais est présent à cette peur. Et donc là, pendant qu'on se parle, je sens, là, il y a une légère anxiété, il y a quelque chose qui est là. Et en même temps, ce n'est pas à partir de cet espace-là que je vous parle, mais à partir d'un espace où il y a plus de liberté, où il y a plus d'espace. Voilà. En fait, vous êtes sûrement au bon endroit parce que vous nous offrez beaucoup d'espace par vos réponses. Et pour terminer, Pascal, vous avez vécu 3 semaines de grâce, comme vous les appelez, et vous avez su à un moment donné que ce serait plus la publicité ou le marketing qui fait partie de votre vie, mais ce serait le pouvoir du moment présent. Quand? À quel moment vous avez su ça, puis vous avez lâché prise sur une vie passée pour démarrer une vie complètement différente? Alors, je dirais que je l'ai su euh, presque directement quand ça s'est passé, cet épisode dans la chambre. J'ai su que j'avais euh, découvert ce que j'ai cherché toute ma vie et que dans le fond, ça avait toujours été là. Que j'avais plus besoin de chercher, que j'avais plus besoin de courir, que ça allait continuer à se déployer, à s'approfondir certainement. J'ai pas l'impression d'être arrivé nulle part, mais d'avoir, je dirais, découvert une autre façon d'être en relation avec la vie. Et, et, euh, et quand j'ai découvert cela, je me suis dit, c'est fou quoi. Je veux consacrer ma vie à ça, mais pas forcément en allant vers les autres dans un premier temps, mais je veux consacrer ma vie à ça, c'est-à-dire à vivre ma propre vie dans l'instant présent, à consacrer mon temps, mon énergie à, à, comment dire, à reconnaître, à accepter, à accueillir ce qui se présente, à vivre la vie pleinement dans le fond, et à arrêter de me, de projeter justement autre chose que ce qui est. Et donc j'ai commencé d'abord par vouloir me consacrer à ce qu'on pourrait dire le pouvoir du moment présent, ou à vivre une vie dans l'instant présent pour moi-même dans un premier temps. Mais je savais aussi que ça faisait tellement de différence dans ma vie que je ne pouvais pas garder ça pour moi. Et très vite, j'ai ressenti l'envie, non pas de peut-être d'animer des stages et tout ça tout de suite, parce que je vais dire, d'abord, je n'avais jamais fait ça de ma vie, puis je n'avais aucune expérience là-dedans, et j'avais envie de rencontrer d'autres personnes qui étaient sur ce même chemin, qui vivaient la même expérience, partager tout simplement. Et j'ai animé donc un groupe pendant quelques mois. On a projeté des vidéos d'Écartelé, on les regardait, ce que Écartelé appelle les silent groups, là, des groupes de silence. On faisait des méditations de pleine conscience, des méditations silencieuses, et on partageait finalement nos expériences les uns avec les autres. Et c'est petit à petit que, je dirais, il est devenu évident
que je voulais me consacrer à ça, et je me suis consacré à ça, je dirais même dans mon travail en publicité et marketing. Ça a complètement changé les choses, hein, alors que j'étais beaucoup à propos des conditions de ma vie. Là, j'étais plutôt à propos d'être en relation avec moi, avec la vie, avec les autres. Et donc, quand j'allais voir des clients déjà à cette époque-là, euh, la relation est complètement changée. Alors que j'allais les voir avant pour d'abord faire des affaires, gagner de l'argent ou que sais-je, à partir de là, j'allais voir les gens pour être en relation avec eux, avec moi et pour partager quelque chose de vrai. Donc bien souvent, chez un client en publicité marketing, on passait une heure à parler des vraies choses, comme on dit, hein, de la famille, des enfants, de notre vie spirituelle, que sais-je. Parfois, ça venait pas forcément dans le sujet. Et en tout cas, on parlait de la vie, des choses voilà, plus profondes, des vraies choses. Et à la fin de la rencontre, alors, on consacrait 5 à 10 minutes à la raison secondaire, finalement, qui était devenue secondaire. C'était de remplir un contrat et de répondre aux besoins des clients. Alors, ce qui était formidable, c'est qu'au niveau professionnel, ça a beaucoup changé les choses, puisque en étant plus présent, conscient de ce qui se passe à l'intérieur de moi, en étant plus présent au client, j'étais plus à l'écoute de ses besoins, de ce qu'il souhaitait. Et en général, je revenais avec une seule proposition qui était acceptée directement parce qu'elle correspondait réellement à ce que la personne souhaitait, simplement parce que j'étais plus présent et plus à l'écoute. Et donc ça a déjà changé les choses. Mais petit à petit, j'ai eu l'impression, malgré tout, que je perdais un peu mon temps. Après, à partir d'un moment, j'ai senti que je voulais vraiment me consacrer à 100% à ça et en faire même mon activité pour finalement pouvoir me consacrer à ça euh, tout, tous les jours et de façon vraiment entière et complète. C'était, je ne pas dire que c'était un hobby, hein, c'est pas vrai, mais tous mes temps libres, je les consacrais à ça, à méditer, à me promener dans la nature, à partager, à parler. Je parlais de ça à tout le monde avant d'en faire un métier, entre guillemets, ou une vocation, je ne sais pas. Et donc, c'était pour moi, c'était pas dans le domaine de vouloir quelque chose, c'était vraiment une évidence. Si je me demandais qu'est-ce que tu souhaites faire le plus dans ta vie, c'est quoi qui te fait le plus plaisir, qui te rend le plus joyeux, le plus heureux, le plus complet, eh bien, c'est de partager cette réalité de l'instant présent avec les gens autour de moi. Et donc, c'est naturellement, ça a pris naturellement de plus en plus de place dans ma vie. Et finalement, mon activité en publicité marketing a pris le bord. J'ai transmis cette activité à un ami. Et puis, j'ai eu plein d'opportunités par la suite que j'ai refusées. Je parle d'opportunités d'affaires parce que je me disais que si j'acceptais quoi que ce soit d'autre que ça, bien, ce serait du temps perdu. Voilà. Voilà, je n'ai pas besoin de... C'est pas que j'avais besoin de faire autre chose, c'est que je voulais entièrement me consacrer à ça. Voilà, tout simplement. Et c'est devenu une réalité. Pascal, quel outil avez-vous choisi de déposer dans le coffre à outils du Télésommet? Parce que je sais que vous avez même créé quelque chose d'exclusif. Pouvez-vous nous expliquer qu'est-ce qu'il y en est? Peut-être comment les gens pourront les utiliser? Alors, ce que j'ai choisi de partager, c'est une expérience, je dirais, vivante des enseignements, parce que les enseignements, comme je vous l'ai dit, hein, je l'ai lu, des livres, j'en parlais déjà à l'époque, hein, d'ailleurs, j'en parlais, mais beaucoup plus comme des concepts, en fait, hein, et ça changeait pas grand-chose dans ma vie. Donc, ce que moi je souhaite, c'est pas évidemment parler des enseignements, mais de partager une expérience vivante, et pas seulement témoigner de mon expérience, mais de partager une expérience dans l'instant. C'est-à-dire de euh, partager des exercices, des pratiques qui ont été les miennes, qui le sont encore, pour nous aider à mettre et à maintenir notre attention dans l'instant présent, développer cette aptitude dans le fond. Donc, je vais partager un exercice pour prendre conscience du mental, pour justement euh, commencer à prendre conscience de la corrélation entre nos pensées et notre état intérieur, nos pensées et nos émotions. Et donc, prendre conscience du mental, je vais partager un exercice qui va nous permettre de prendre conscience de notre attention,
de comment on peut choisir où on met notre attention et ne plus être comme ça ballotté par les pensées. Et un troisième exercice qui est un exercice de pleine conscience du moment présent, dont Eckhart Tolle parle d'ailleurs dans ses livres, il parle dans ses vidéos de l'exercice à partir d'une main, dit-il. C'est une expérience, c'est un exercice où on met l'intention dans le ressenti à l'intérieur de notre main, dans la vie à l'intérieur de notre main, et ensuite on étend cette attention dans le ressenti de tout le corps. C'est un exercice de pleine conscience qui nous permet de devenir conscient, dans le fond, à la fois des émotions, des mouvements intérieurs, mais sans plus être identifié à eux, et de prendre conscience aussi de la voix du mental. Et d'amener cette qualité de présence aussi alors à l'extérieur, de pouvoir être en lien et jouir pleinement de la vie telle qu'elle est, d'un paysage, de peu importe ce qui est là à l'instant, d'être pleinement là, présent dans un échange, euh, dans un partage que l'on fait avec nos amis, notre famille, d'être à partir de cette présence intérieure, d'être la présence pour la vie telle qu'elle se présente dans l'instant et à chaque instant. Donc, c'est vraiment ce sont des exercices très concrets que je choisis de partager avec vous pour vous faire vivre, goûter, ressentir ce dont parlait Cartelet. Cartelet dit que la présence, c'est un peu comme le miel, par exemple. Hein. On pourrait partager à propos du miel toutes les composés chimiques qu'il y a dans le miel, comment c'est fabriqué, et faire une thèse de 500 pages sur ce qu'est du miel. Vous n'en aurez l'idée précise et l'expérience, et vous n'en ferez l'expérience que quand vous êtes entière, quand vous le vivez, quoi, quand vous goûtez, je vais dire le miel. Prenez une cuillère de miel dans la bouche et vous goûtez le miel. Alors vous savez ce que c'est le miel. Et donc je vous propose de goûter la présence dans l'instant présent. Voilà, au travers des petites pratiques. Alors, Pascal, les gens qui désirent en savoir davantage sur vos activités ou qui désirent vous contacter directement peuvent le faire en visitant votre site internet au www.pascalastir.com, tout simplement, c'est ça? Oui, c'est ça. En fait, on peut sur mon site internet trouver pas mal de textes qui expliquent un petit peu le travail que je propose, qui détaillent un petit peu les ateliers pratiques que j'anime régulièrement, les conférences, mais aussi les accompagnements. Je propose aussi des accompagnements individuels basés sur la présence. Et j'enseigne également une approche que j'appelle l'auto-accompagnement par la présence, qui permet en pleine conscience de prendre conscience justement de ce qui se passe à l'intérieur de nous et donc de devenir finalement conscient de notre inconscient et de pouvoir choisir en toute conscience et en toute connaissance finalement de cause ce que l'on choisit de nourrir ou pas pour nous. D'ailleurs, si vous souhaitez pratiquer à la maison ces exercices que je vais partager durant le sommet, vous pouvez, en vous inscrivant sur mon site internet, donc à www.pascalastir, c'est pascalhastir.com, vous pouvez, en dessous du menu à gauche, inscrire votre adresse email. Et dans l'email de confirmation, vous recevez déjà un lien pour télécharger gratuitement une méditation de pleine conscience du moment présent. En fait, il y en a deux, une version 18 minutes, une version 42 minutes pour vraiment mettre cet enseignement en application dans votre vie de tous les jours. Parce que là, je dirais que c'est là que ça change vraiment les choses. Si vous sortez comment dire, d'une de mes conférences en n'ayant rien compris, mais que vous mettez en application des pratiques comme ça va vraiment faire la différence dans votre vie. Alors que l'inverse n'est pas forcément vrai. On peut comprendre intellectuellement, et si on ne met pas en pratique au quotidien, alors ça ne fait que très peu de différence, à part une satisfaction, je dirais, peut-être intellectuelle d'avoir compris des concepts. Donc voilà, c'est en format MP3, donc les gens peuvent le mettre sur l'ordinateur, sur leur iPod. C'est vraiment pratique pour, pour une pratique quotidienne. Et puis aussi, ils reçoivent alors à partir du lendemain, tous les gens qui s'inscrivent, une série de 10 vidéos d'1 heure et demie
où Eckhart Tolle répond à ses lecteurs. Les gens appellent de partout dans le monde pour poser des questions et lui répond à partir de son expérience. Et c'est absolument, c'est vraiment très riche. Il y a 15 heures de vidéo, toutes doublées en français. C'est entièrement gratuit, alors voilà, profitez-en. Ben, merci beaucoup. On a passé un merveilleux moment présent en votre compagnie et puis au plaisir de se Oui, revoir. merci, plaisir, au revoir.